pendant que j'étais retiré dans les tranchées avec mes hommes, sous un vent extrêmement glacial, l'un d'entre eux reçoit un appel vers 3 heures du matin. On venait juste de lui annoncer le décès de son enfant unique. Le gars se met à hurler et à pleurer à chaudes larmes. Miracle est morte. Ma fille unique est décédée. Je dois partir, hurlait-il. Elle était malade depuis 1 mois déjà et je n'ai pas eu l'occasion de la voir une seule fois. Ma femme ne me pardonnera jamais. Son chagrin était un torrent qui nous a tous submergés. Autour de lui, mes hommes le regardaient et se regardaient, immobiles, le cœur serré. Il n'y avait pas de mots assez forts, pas de gestes assez justes pour apaiser sa douleur. Mais dans cette nuit glaciale, je savais que nous devions tenir malgré tout. Je me suis rapproché de lui dans les tranchées. D'une main ferme, j'ai attrapé son cou et j'ai appuyé son front contre le mien. Un geste de fraternité, un geste pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je lui ai dit, mon brave, mes condoléances, courage. Mais que sont ces mots devant la mort de mon enfant? Il semblait si dérisoire. Mais c'était tout ce que je pouvais lui offrir. Je lui ai dit, regarde autour de toi. Nous sommes tous ici, loin de nos familles. Moi-même, cela fait 9 mois. 9 mois que je n'ai pas vu les miens. 9 mois. Et pourtant, nous sommes tous dans le même pays. Tu sais que tu ne peux pas quitter le dispositif comme ça. 2 de nos hommes sont à l'hôpital pour des problèmes de hanches et de colonne vertébrale. Et si toi aussi, tu pars maintenant, cela nous exposera encore davantage. Alors tiens bon, mon frère, tiens bon. Mais pour l'instant, silence. Sinon, l'ennemi va nous débusquer. Un silence de plomb s'est installé après cela. Pas un mot, pas un souffle. Mais dans ce silence, il y avait plus que de la discipline. Il y avait une douleur partagée, une douleur muette, que chacun portait en lui. La sienne et celle des autres. Nos regards se croisaient, chargés de chagrin, mais aussi d'une résolution inflexible. Lorsque nous avons été enfin relevés, après plusieurs semaines de ce calvaire sur cette position, je l'ai convoqué. Je lui ai donné la permission, une permission que je savais interdite, mais nécessaire. Je lui ai dit, rentre comme un vrai combattant. Va voir ta femme, va dire adieu à ta fille. Reviens-nous quand tu pourras. Avec un léger sourire au coin de ses lèvres, il m'a fait un dada sec, suivi d'un demi-tour en courant. Il est parti ce jour-là comme un homme brisé, mais déterminé. Il a traversé les lignes comme s'il affrontait le monde entier pour aller retrouver ce qu'il restait de sa vie. Ces instants dans les tranchées et sur le terrain, mes chers compatriotes, ne sont pas seulement des histoires. Ils sont la vérité de ce que vivent nos soldats. Ce sont des sacrifices invisibles, les drames silencieux, qui façonnent leur courage. Ils donnent tout, leur temps, leur cœur, leur corps, pour une mission qui dépasse leur propre existence. Au groupement spécial, polyvalent et d'intervention, par exemple, nous avons défendu des unités isolées, avec des moyens dérisoires. Chacun soignait ses blessures et ses maladies à ses propres frais. Nous avons sacrifié nos familles, notre santé, sans même avoir droit à une simple lettre de félicitation, une prime, ni même un repos minimal de 48 heures, après des missions harassantes. Et pourtant, jamais nous n'avons réclamé pour revendiquer, parce que pour nous, le métier des armes est un sacerdoce. Mais la vraie question c'est, pourquoi? Pour satisfaire l'avidité d'un président qui a vendu notre souveraineté et sacrifié nos forces de défense et de sécurité pour un business lucratif.
chaque semaine, nos camarades tombent. Les FDS sont repérés depuis le ciel, tracés à l'aide du GPS, piégés et neutralisés dans nos parcs et ses périphéries. Ils subissent des assauts directs, des embuscades, des assassinats ciblés et des engins explosifs improvisés. Les chiffres sont glaçants. Des dizaines de policiers décimés, des centaines de militaires fauchés et souvent enterrés sans honneur ni décoration. Les postes de douane également sont des cibles privilégiées. C'est lorsque les terroristes cherchent à faire passer des armes, des munitions ou des cargaisons importantes de motos sur les axes qu'ils attaquent spécifiquement ces postes de douane. Et toujours, un silence assourdissant de la part du gouvernement. Pourquoi ce silence? Parce que, chers compatriotes, ce chaos profite à cette vie. Patrice Talon sait. Il est informé. Il est complice de ce chaos. Parce que pour lui, le terrorisme est un business juteux. Une manière de maintenir son pouvoir et son influence à travers des accords opaques et des compromissions avec des acteurs étrangers. L'une des tractations sombres conclues entre Talon et Bazoum était liée au terrorisme dans leur intérêt d'abord et dans le bien de la France. Ils voulaient un pays avec accès direct à la mer. L'une de ces raisons a provoqué la déchéance immédiate de Bazoum par les militaires nigériens après la découverte du poteau rouge. Les militaires français furent chassés avec tous leurs équipements. Quelques jours après, Vincent Crouzet, expert en renseignement français, annonçait publiquement et cyniquement à la télévision que les militaires français n'étaient plus sur le territoire nigérien et qu'ils allaient avoir tout le temps nécessaire pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France disposait encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue de travailler. La suite, vous le savez tous. On retrouvera dans 2 maisons qui étaient occupées par des soldats français les 19 et 20 février 2024 une gigantesque cache d'armes et des munitions, tout type de calibre appartenant à la France en plein cœur de la capitale. Découverte qui fait froid au dos. Dans ces maisons, ce qui a le plus attiré l'attention fut la découverte des petites cartes de toutes les zones stratégiques de l'Afrique de l'Ouest, où se trouvent les ressources du sous-sol telles que le pétrole, l'or, le diamant, l'uranium, etc. S'ensuit maintenant la découverte d'une grande carte du Niger sur laquelle est marqué tous les points névralgiques du pays. À côté de cette carte, un tableau sur lequel est écrit en rouge la paix en février. Découverte qui rappelle les sombres pages du génocide rwandais où la France a été le principal acteur. Les accords caducs de défense avec la France, vantés par Patrice Talon, sont plus qu'une mascarade. Dans notre zone attention au Bénin, les militaires français circulent, volent et atterrissent comme ils veulent et quand ils veulent. Leurs drones survolent nos positions H24. Dans quel but? On n'en sait rien. Nous autres avions pour obligation de partager nos renseignements avec eux, mais eux, non. Le groupement spécial polyvalent d'intervention auquel j'appartiens, seulement quelques jours après son installation à Kandi en janvier-février 2024, avec un effectif de plus de 1000 hommes, a reçu en février de la même année une visite de 3 jours des militaires français. L'ordre étant venu d'en haut pour inspecter nos dépôts d'armement, de munitions, ainsi que tous les points névralgiques de l'unité. Ce qui fut effectivement le cas, sous les regards révoltés mais impuissants des policiers de cette unité. Chers compatriotes, l'ami qui vient vous rendre visite et qui rentre dans votre chambre à coucher devient Balthazar. Vous en savez quelque chose. Du 30 janvier 2024 au 30 janvier 2025, en un an, cette unité seule a enregistré une vingtaine de déserteurs, soit en moyenne 2 déserteurs par mois. Ne pouvant ni dénoncer ni subir, ils ont choisi de fuir.